Comment s'engager pour la société quand on est entrepreneur ? Bienvenue sur Le Déclic, un podcast qui propose des témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Jean-Baptiste, entrepreneur dans les Pyrénées-Orientales, a réinventé son entreprise pour venir en aide aux hôpitaux en assurant une production de surblouses françaises éco-responsables. C'est sans filtre qu'il nous raconte son déclic. Je m'appelle Jean-Baptiste Torres, je suis membre du CJD, section de Perpignan depuis 7 ans. J'ai 32 ans, je suis né en 1988. J'étais célibataire jusqu'au 15 avril et je suis à la tête de la société Ciplan. Donc Ciplan est le deuxième acteur français en affichage obligatoire. Donc on est fabricant de signalétique de sécurité, signalétique d'évacuation, plan d'évacuation, plan d'intervention, consigne de sécurité. Et on a une activité de grossiste en sécurité incendie. C'est un groupe une entreprise qui a été fondée par mon père en 1969. J'ai repris la direction en 2011, une reprise un peu compliquée, pas dans les meilleures conditions. Mon père ne voulait pas lâcher la direction de l'entreprise. Et il s'avère que j'ai repris le groupe suite à un accident cardiaque de sa part. Il a fait un infarctus et que cette reprise a été très solennelle sur un lit d'hôpital parce que les médecins lui ont imposé 4 mois de repos et en 4 mois, il savait très bien qu'il ne pouvait pas continuer à gérer la boîte, donc il m'a jeté ses clés du bureau. C'est une image qui est très forte pour moi parce qu'elle est marquée de mon histoire. Il m'a jeté les clés du bureau en me disant tiens, de toute façon, tu la voulais la boîte, donc maintenant tu l'as, au moins tu as 4 mois et tu n'as pas intérêt à te planter parce que sinon dans 4 mois, je repars. On agit sur les métiers de la sécurité incendie, mais je suis moi-même très investi dans cette profession de par mes différentes participations associatives, à savoir que je suis le président du syndicat français des professionnels de la signalisation, que je suis président de la commission X08C à l'AFNOR, donc qui était la commission en charge des symboles graphiques et pictogrammes, donc normalisation et certification française, et que j'ai toujours été plus ou moins dans le monde associatif. Mon histoire, elle est peu commune, mais à la fois elle est commune parce qu'on a clairement vu qu'il y avait des initiatives solidaires qui s'étaient mises en place un peu partout. Mon histoire, elle est celle d'un chef d'entreprise qui, le samedi 14 mars, est en ville et fête les 30 ans d'une de ses amies et entend l'annonce du président sur la fermeture des ERP. Et dans sa tête, il sait pertinemment qu'il va falloir dès le lendemain qu'il mette 80% de son équipe, donc 30 salariés, en chômage partiel. Tout simplement parce que 80% de nos clients sont des établissements recevant du public. Donc, qui dit fermeture des ERP dit arrêt d'activité pour ma part. Le lundi 16 mars, j'arrive au bureau la boule au ventre, sachant que le dimanche 15 mars, je me suis déjà mis en branle-bas combat toute l'après-midi pour organiser l'arrêt de mon usine, l'arrêt de mes machines. Et je garde une partie de mon effectif, je garde 40% de mon effectif jusqu'au 17, donc le fameux mardi de confinement général, jusqu'au 17 après-midi, parce qu'on avait encore des dossiers à clôturer et que je voulais qu'on clôture ça comme il faut. Ensuite, derrière, 3 jours de galère. Je vais pas vous cacher, pour Ciplan, c'est mon bébé, c'est ma boîte. J'ai un affect qui est très important, c'est ma famille, parce que j'ai un mode de management qui est rayonnant depuis pas mal d'années. Je suis un entrepreneur agile et surtout un manager de proximité. À savoir que on est proche de l'entreprise libérée. Je n'ai très peu de cadre hiérarchique, de l'autonomie et de la prise de décision à tous les niveaux. La stratégie est écrite en commune. Et puis un engagement très fort au niveau RSE, donc à savoir que l'usine est équipée d'une salle de sport, est équipée d'un espace de barbecue, d'un espace de convivialité, d'une salle de repos, d'un potager collaboratif, et qu'on est sur un modèle d'entreprise où on réalise des séminaires très régulièrement, on va à l'extérieur faire des animations et des activités, parce que comme je le dis toujours, nous passons plus de temps en entreprise dans nos familles, donc il faut que notre entreprise soit un lieu de vie dans lequel on se sente bien, et dans lequel on a envie de venir. Et ça, je le dis tous les jours à mes collaborateurs. Quand on arrive le 18 mars dans son usine et qu'on voit son usine vide, sans vie, on fait les 100 pas. On fait les 100 pas, on stresse, on a la gorge nouée. La première semaine, je pensais que j'avais le Covid. Gorge séchée, tout, fatigue, étourdissement. Mais c'est juste que j'étais en panique totale de voir mon atelier et mon usine à l'arrêt. Le 21 mars, donc la fin de la première semaine, j'intercepte un appel sur Facebook de David Montanet. David Montanet est un artisan plombier que je ne connaissais pas avant cette crise et que j'ai rencontré le 21 mars.
David est quelqu'un qui a toujours été animé par un mot, parce qu'on en a déjà parlé, qui était réparer et aider les autres. Et dès le lendemain du confinement, il s'est mis à fabriquer, à bricoler des barrières de protection en litho et en papier transparent de cuisine. Et le samedi 21, il a fait un appel en demandant si, dans son entourage, quelqu'un n'avait pas du plexiglas ou connaissait quelqu'un qui avait du plexiglas. J'ai une de mes copines avocates qui m'a tagué sur ce statut Facebook, tout est parti de là. Et ça a fait une des deux. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai un outil, j'ai une table de découpe numérique, j'ai du plexiglas, je peux t'aider, on y va, feu, si t'es dispo, on se retrouve dans une demi-heure à mon usine, j'appelle un de mes gars de l'atelier et on voit ce qu'on peut faire. Et ça a démarré comme ça, donc le samedi 21 après-midi, on s'est retrouvé dans mon atelier avec un de mes responsables d'atelier et on a commencé à faire des modèles de barrières de protection en plexiglas qu'on a initialement offertes. Lundi et mardi, donc le 23 et 24 mars, on a offert toutes les barrières de protection que nous avions fabriquées, qui étaient du plexiglas que j'avais moi en stock. Et que je ne réfléchissais pas en fait à un modèle de vente parce qu'on répondait à une urgence et cette urgence principale c'était les pharmacies. Les pharmacies étant un des seuls commerces encore en activité et surtout en frontal. On a clairement tous entendu que cette crise du Covid, ça a été... T'étais pas atteint à un certain degré, tu repartais chez toi, tu passais en pharmacie, tu t'achetais ce qu'ils voulaient et tu restais chez toi et t'attendais. Donc les pharmaciens se sont retrouvés en première ligne et on leur a fait des barrières de plexiglas. Au bout de 2 jours, il a fallu racheter du plexi en quantité parce que la demande était astronomique. Les fabricants de plexi, pas de gratuité. J'ai essayé de leur expliquer, ils n'ont pas voulu. Et ça m'a semblé logique de partir dans une stratégie de prix coûtant. Face à cette crise et face à cet élan où on allait protéger des personnes qui étaient en première ligne, c'était pour moi impossible d'avoir une stratégie de marge, une stratégie de chef d'entreprise sur cette opération-là. Donc dès le début, ça a toujours été initiative. On aide, j'ai un outil, cet outil me coûte tant, j'ai du personnel que je sors du chômage partiel, il me coûte tant, la matière me coûte tant, le produit coûtera ça. Un point, c'est tout. Moi, je suis là, je passe 10 heures par jour ou 12 heures par jour à l'atelier à faire de la manutention, c'est pas grave. Pendant toute cette activité de plexiglas, de barrières de protection, David était en frontal. David allait chez les pharmacies qui nous appelaient, les médecins, les hôpitaux, les EHPAD, et faisait des relevés, les relevés des codes, des formats, et on faisait du sur-mesure. Et derrière, allait les poser. Jusqu'au fameux jeudi 8 avril, où David va faire une livraison à l'hôpital de Perpignan, au centre Covid de Perpignan. Il se retrouve à assister à une réunion d'une cadre de santé envers son personnel de première ligne, donc qui sont au centre Covid, donc qui accueille tous les patients qui ont des suspicions de symptômes. Et le cadre de santé informe l'ensemble du personnel médical qu'ils n'ont plus de matériel de protection corporelle, donc à savoir les blouses ou les surblouses imperméables, qui leur permet d'éviter clairement une propagation de ce virus et d'être infectés. Il sent un désarroi et une peur totale, une solitude auprès de ce personnel médical. Il rentre à l'atelier l'après-midi et il me dit « JB, il faut qu'on fasse quelque chose ». Ma première réaction, je vous avoue que ça a été, c'est pas mon métier, c'est pas notre métier, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que je maîtrisais pas. Et là, je me suis dit, attends, David, regarde ce qu'on est en train de faire au niveau du plexi. On est déjà en 2,8, on est déjà ras la gueule, on est déjà sous l'eau. Même si ce qu'on fait, c'est génial parce qu'on a l'impression d'aider, parce que on protège ceux qui nous protègent. Voilà, ça a été le maître mot. On a trouvé ça dès le début en termes de démarrage. C'est ce mot-là, protégeons ceux qui nous protègent. Mais voilà, ma première réaction, ma première crainte, c'était, non, attends, on parle d'un sujet qui est quand même très touchy. On est dans de la protection médicale. Sujet que je connaissais de par mes activités en sécurité incendie, on appelle ça les équipements de protection individuelle, les EPI, donc qui sont très normalisés. Et je lui dis, écoute, c'est pas à nous de le faire, il y a des industries, attends, si tu veux, tiens, je connais quelqu'un à l'ARS, donc l'agence régionale de santé, ils vont t'aider. Et en fait, on a appelé l'ARS, et l'ARS était dans la même panade. Nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas une seule industrie en France qui peut répondre à ce type de produit. Il faut savoir que les dernières industries du textile médical françaises ont délocalisé dans les années 95. Et face à cette réponse de nos pouvoirs publics, comme quoi ils étaient dans la même panade, qui cherchaient des solutions et qui pouvaient rien faire, j'ai dit à David, écoute, t'as l'idée, moi j'ai l'outil, il nous faut quoi? Des petites mains, des bénévoles, il nous faut du voile, il nous faut du textile, allez, on lance un appel. Et le lendemain, on lançait les petites mains du 66, qui est un groupe Facebook, qui, en 2 heures, a réuni plus de 1200 personnes au niveau du département des Pyrénées-Orientales. On a reçu plus de 250 appels de propositions de bénévolat.
On a demandé du textile et on a eu une quinzaine de jardineries, d'agriculteurs, de coopératives agricoles qui ont répondu présent, qui ont dit nous on a du voile d'hivernage, on vous le donne. Et le 11 avril, donc entre-temps il a fallu que j'aménage mon atelier, donc le week-end le 11 et 12 avril, on a déménagé complètement mon atelier, ma logistique et mon entrepôt pour pouvoir installer des tables, des tables avec des chaises pour que des bénévoles, des petites mains, des couturières puissent s'installer pour fabriquer ces surblouses. On a démarré le 13 avril. À partir du 13 avril, j'ai eu dans mes locaux entre 50 et 60 bénévoles qui tous les jours fabriquaient des surblouses. Et on avait tous les jours du personnel soignant qui venait et qui récupérait ces surblouses et qui était en pleurs. J'en ai les frissons là quand je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui était assez extraordinaire et incroyable de voir ce personnel soignant qui à chaque fois qu'il venait récupérer des surblouses nous apportait des gâteaux, des boissons, nous applaudissait. Alors que c'est nous qui, normalement, les applaudissions tous les soirs à 20h. Mais là, en fait, ce qu'on a vu, c'est que à chaque fois qu'un infirmier, qu'un ASS, qu'un médecin, qu'un directeur d'EHPAD, qu'un responsable de clinique venait dans mon atelier pour récupérer les surblouses qu'on avait confectionnées et qu'on leur distribuait gratuitement, on était leurs héros. Juste incroyable, juste un élément qui est important, c'est qu'il y a une initiative et il y a une solidarité qui a été globale. Un jour, on a un restaurateur qui est venu avec un de ses copains qui était artiste, pianiste, et qui, pendant la pause du midi, nous a fait, alors lui nous a fait une plancha poulet épicé, et à côté de ça, il avait son copain avec son piano et son pagnon et son micro qui nous a fait 2 heures de concert en piano. Je suis juste un citoyen qui agit et avec moi j'ai 1500 citoyens qui ont agi. Parce qu'au final notre collectif et notre mouvement de solidarité a regroupé 1500 personnes. Que ce soit les donateurs de matériel, que ce soit les donateurs de textiles, que ce soit les donateurs de fils, que ce soit les donateurs de tables, de matériel, toutes les personnes qui se sont proposées à faire des livraisons, à faire de l'organisation, toutes les personnes qui sont venues faire de la couture, toutes les couturières à domicile, parce qu'on avait aussi 250 couturières à domicile qui ne pouvaient pas se déplacer pour des raisons personnelles qu'on comprend totalement, soit de garde de personnes âgées, soit de garde d'enfants, soit sinon de problématiques de santé, donc qui face à ce Covid ne pouvaient pas se déplacer. Tous les restaurateurs divers et variés qui nous ont offert des repas. Il faut savoir qu'à partir de la fin de la première semaine, donc on a démarré le 13 avril, à partir du 20 avril, on n'a plus à s'occuper d'un seul repas parce que tous les midis, on avait des restaurateurs qui nous offraient les repas pour 50 ou 60 personnes, des marchands de café qui nous ont offert des machines à café. Tout le département, en fait, s'est mis dans ce soutien et dans cette action de solidarité envers le personnel soignant. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a réfléchi déjà à l'après, parce que ce besoin en textile médical est réellement présent. Et on a proposé de lancer une association. Sauf que quand on a lancé cette idée, qui a été très bien prise, on a 10 personnes, 10 bénévoles, qui ont dit mais de toute façon, moi, l'association, je pourrais être là tous les jours parce que j'ai pas de boulot. Et en parallèle, je venais de me rapprocher du collectif Blues pour l'hôpital, en la personne de Clément de Souza. Et avec Clément, on était déjà en train de réfléchir à l'action d'après, à réindustrialiser, à réorganiser sur nos territoires ces métiers du textile médical qui avaient été oubliés. Donc on était à la base de la création du GIE Territoire Solidaire, donc la Guilde des industriels engagés, qui a pour objectif de réorganiser sur tous nos territoires, de façon circulaire, sociale et locale, les besoins en textiles médicaux. Et donc nous vient l'idée de cette SCOP, Société Coopérative. Donc on a proposé avec David, je n'ai rien fait sans lui, donc ça a vraiment été un binôme, et on ne se connaissait pas avant, c'est ça qui est incroyable. On a proposé à ces 10 personnes qui nous ont dit qu'ils pouvaient être là à temps plein. On leur a proposé le modèle de la SCOP, donc de la société coopérative. On leur a expliqué qu'ils partageaient, que c'était leur société, qu'elle leur appartenait, qu'elle était à eux, qu'ils mettaient en commun leur vie professionnelle pour répondre de façon durable et locale et circulaire à ce besoin en textile médical, identifié là pendant cette crise, mais qui est un réel sujet et un réel produit. Il faut savoir qu'en France, 20 millions de surblouses sont consommées chaque jour. Sur ces 20 millions, il n'y en a pas une qui est fabriquée en France. Voilà le constat. On parle de surblouses parce que c'est le premier besoin, mais on a tous en tête les masques. Les masques, c'est pareil. Donc il y a un projet, résilience, là, ça a été pris en charge par l'État. L'État a eu une action très massive là-dessus. Mais on parle de surblouse, mais on parle aussi de blouse, on parle aussi de pyjama médical, on parle aussi de tout ce qui est draps médicaux, les housses de coussins, les housses de matelas. Et tous ces produits-là, tous ces produits de textile médical il n'y a aucun sourcing français. Pour faire une conclusion, je suis un chef d'entreprise qui, depuis que j'ai repris la direction du groupe en 2012, je n'ai cherché qu'une chose, c'est la réussite. La réussite pour avoir la reconnaissance paternelle.
La reconnaissance de mon père. Je pense que vous avez compris par rapport au début que le fait d'avoir une transmission de cette façon-là, sa reconnaissance, je ne l'ai pas eue. Parce que un chef d'entreprise qui ne veut pas transmettre, c'est un chef d'entreprise qui est renfermé sur lui-même et qui a des problématiques d'émotion, émotionnellement de parler. Et donc je cherchais absolument une réussite financière et structurelle pour que mon père me dise un jour « c'est bien mon fils, je suis content de toi ». Là, depuis le 17 mars, je n'ai agi avec aucune volonté financière. Et je viens de prendre mon plus grand épanouissement. J'ai pris une claque, je me suis révélé. Je suis un chef d'entreprise épanoui, qui a compris que l'argent n'était rien, que la meilleure des reconnaissances que j'ai eues depuis le début, c'était le sourire du personnel soignant. Ça a été les pleurs, les larmes du personnel soignant. Ça a été leurs mots, leurs cadeaux. Et même maintenant, on est passé sur un modèle commercial. On a déjà distribué et vendu 1200 surblouses lavables. Le modèle a changé. Avant, on a fait du jetable avec du voile d'hivernage. Maintenant, on est passé sur du lavable pour un côté écologie et économie circulaire. Même maintenant, quand le personnel médical nous achète nos blouses, ils nous disent merci avec un sourire et avec une vraie reconnaissance. Moi, ce projet, il m'a donné envie de croire en une économie de demain qui se devra sociale, circulaire et locale. Il me donne envie de continuer dans cette direction. C'est que là, je viens de prendre un plaisir à lancer 12 chemins de vie, parce que maintenant, sur la SCOP, ils sont 12. Apporter ça et passer cette vision et faire grandir des personnes, faire de la réinsertion. Rien que nous, ici, au niveau des Pyrénées-Orientales, on a lancé la commercialisation des surblouses le 11 mai. On est le 22 mai. Et je sais que j'ai déjà 80 personnes qui vivent autour de ce produit et autour de ce projet qu'on a créé en 2 jours. Le GIE Territoire Solidaire peut être pourvoyeur de 400 000 emplois sur le territoire français. Voilà dans quoi j'ai envie d'aller. J'ai envie de relancer notre économie. J'ai envie de recréer de la vie. J'ai envie de recréer de l'indépendance économique. Je veux permettre à des populations qui sont éloignées d'emploi à retrouver du sens. Moi-même, chef d'entreprise, je n'avais plus de sens. Et ces actions-là viennent de me donner du sens. Et c'est ce sens que je veux apporter à tout le monde. Sens de vie, sens d'envie, sens d'éducation, parce qu'on parle aussi de l'éducation. Se sentir utile. Je me suis jamais autant senti utile dans mes actions d'entrepreneur, et je sais que maintenant, je vais me sentir utile, non pas par de la création de valeurs personnelles, mais par de la création de valeurs partagées. Cette fameuse économie circulaire. Et je veux apporter à la France une vision après-crise, sur une économie qui soit saine, stable. J'ai envie de clôturer en disant qu'on est à l'aube de la 6e République, que le modèle de la 5e République, de notre fonctionnement d'État, a clairement montré ses échecs, et que cette 6e République se doit à une action collective, solidaire et citoyenne. À bientôt sur Le Déclic, le podcast dédié aux actions solidaires d'entrepreneurs.